Cœur d'artichaut et foie gras, c'est formidable. Une excellente recette. Et je me demande quelle suite délicieuse il nous réserve. Le début est très prometteur. Je viens de prendre une grande décision. Je vais assassiner ma chère belle-mère. Si Maître Rennes défend seulement moitié aussi bien ses clients qu'il ne fait la cuisine, je m'en tire avec 6 mois. S'il présente sa plaidoirie aussi modestement que son invitation à dîner, le jury ne croira pas un mot de sa défense. Vous avez reçu une invitation? Et comment ça se fait que je n'en ai pas reçu? Vous vous trouvez ici par hasard, alors? Il y a des gens qui se nourrissent exclusivement comme ça. Allez, ne me faites pas languir. Que disait l'invitation? Tout le monde sait qu'on ne peut travailler sans se nourrir. J'ai l'honneur et le plaisir de vous convier ce samedi à une collation entre amis à 8 heures. Voilà. À la bonne franquette. Joseph, j'ai besoin d'un coup de main. Oh. Mais avec plaisir. Qui est-ce? Quelqu'un le connaît ici? Il a fait de la prison, je crois. C'est vrai? Rennes travaille occasionnellement avec un ex-policier, c'est certainement lui. Voilà. C'est pas beau, ça? Allez, vas-y. Oh, laissez-moi deviner, c'est un saumon. Oui, c'est un saumon. Ah, Voilà. Fameux. Vous attendiez quelqu'un? Non? Joseph, tu veux aller voir? Bon, alors, on pousse les bouteilles et on fait passer les assiettes. Est-ce que c'est vous, l'avocat? Non. Il faut que je lui parle d'urgence, s'il vous plaît. Vous êtes son client? Non. Dans ce cas, vous voulez peut-être le consulter à son bureau demain? Non. Maître Rennes a des invités, il ne peut pas vous recevoir. Je viens de tuer quelqu'un. à votre santé. Bon appétit. Oui? Bon appétit. Qu'est-ce qui se passe? Un client? Ah non, pas maintenant, renvoie-le. Il n'a pas l'air de se sentir beau, ben moi non plus. Il dit qu'il vient de commettre un meurtre. Où est-il? Vous prenez un verre? Ça vous détendra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes disputés. C'est qui, nous? D'abord, quel est votre nom? Armin Fest. Et l'autre personne? Carola Seftleben. Cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Bon, allez-y, je vous écoute. Prenez votre temps, monsieur Fest. Carola était mon amie. Ma maîtresse, si vous préférez. Je la voyais tous les samedis après-midi depuis presque un an. Et quelquefois la semaine aussi, le soir. Je dois vous dire qu'elle était mariée. Nous étions assez mal assortis, Carola et moi. Elle avait un magasin de fourrure. En fait, elle était plutôt le genre m'as-tu vu, mais je l'aimais, on ne peut pas expliquer l'amour. Tout à l'heure, elle m'a dit que c'était terminé entre nous. Qu'elle voulait plus me voir, que j'étais trop primaire pour elle. Juste bon à faire l'amour. Vous l'avez tuée parce qu'elle voulait vous quitter? Non, j'ai voulu discuter avec elle, tout ça. Je lui ai demandé... Je lui ai dit que je la comprenais pas et... Je sais plus ce que j'ai bien pu lui dire encore, je voulais... Je lui ai dit qu'elle réfléchisse et je l'ai prise dans mes bras. Et là, elle m'a giflé en plein visage. De toute sa force. C'était comme un court-circuit. Je lui ai rendu sa gifle. Je l'ai frappée qu'une fois. Et elle a valdingué contre le radiateur. Son crâne a cogné le bord du radiateur. Quand j'ai vu qu'elle bougeait plus, je me suis approché d'elle et il y avait du sang partout et je l'ai secouée, mais elle était morte. Vous avez appelé une ambulance? Elle est morte. J'ai passé 2 heures accroupi à côté d'elle, elle est morte. Où est-ce que vous habitez?
Uhlenstrasse, 24. Je peux avoir vos clés? Va jeter un coup d'œil. C'est à quel étage? Rez-de-chaussée. Et mon dîner? Écoutez, je ne comprends pas. Vous venez ici pour vous rendre pour homicide, mais vous refusez de dire ce qui s'est passé. Alors dites-nous comment vous l'avez tué. Mon client ne fera aucune déclaration pour l'instant. Où se trouve l'appartement? Uhlenstrasse, au numéro 24. Le nom de la victime? Carola. Carola Sefleben. Ce n'est pas votre femme? Non. Ni votre maîtresse? Comme je vous l'ai dit, M. Fest ne fera aucune déclaration. Ce n'est pas raisonnable. Il ne veut rien dire, d'accord, mais enfin, il a tué cette femme, sinon il ne serait pas là, accompagné de son avocat. M. Fest est venu se rendre pour homicide sur la personne de Mme Sefleben. Il ne dira rien de plus. Ce qui est son droit le plus strict. Monsieur le commissaire, puis-je vous demander de descendre un instant? Oui, c'est au sujet d'un homicide. Et le meurtrier refuse de parler. Tenez, je crois que vous en avez besoin. Maître Rennes, me permettez-vous de déjeuner à votre table? Mais je vous en prie. Merci. Il paraît que vous êtes un sacré gourmet. Oui, mais qui travaille trop, malheureusement. D'où la cantine. Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas demandé la mise en liberté sous caution pour Monsieur Fest? M. Fest, vous connaissez? Vous vous moquez de moi, maître. Voulez-vous me faire croire que vous n'avez pas lu mon acte d'accusation? Ah, vous représentez l'accusation. Vous m'envoyez ravi. C'est agréable à entendre. Comment dois-je l'interpréter? Ce compliment m'est-il adressé en tant que confrère ou est-ce une simple galanterie? J'aime la compétence. C'est comme au tennis. Un bon adversaire hausse le niveau du jeu. Je lirai l'acte d'accusation avec la plus grande attention. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Il y a quelque chose qui cloche dans l'accusation. Je suis tout à fait de ton avis. Elle plaide l'homicide volontaire, je plaide le contraire, puisqu'il n'y a pas eu intention de tuer. Non, je parle pas de la partie juridique, mais des conclusions de l'enquête judiciaire. Il manque quelque chose. Quoi? Je sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il manque quelque chose. Ah, la fameuse intuition. Non, c'est bien concret. Quelque chose que tu as vu sur place? Ouais. La mort est survenue entre 17 et 19h30. Hématome important des deux côtés du visage. Fracture du crâne occasionnée par la chute contre le radiateur de chauffage central. Taux d'alcool dans le sang de la morte, 0,3 pour 1000. Fest avait le soir du crime un taux de 0,9 pour 1000. Dans l'appartement, des empreintes de Fest, de la Sefleben et de 2 autres personnes. Probablement des amis ou copains de Fest. Expertise psychologique. Témoignage du mari. Photo du lieu du crime. Tiens, relis-le encore une fois. 0,3 et 0,9 pour 1000, c'est beaucoup pour une demi-bouteille de vin. Bah, il a dû boire autre chose après.
Mais il n'y avait rien d'autre à boire. Bah, dans ce cas, il a bu quelque chose ailleurs, c'est tout à fait possible. Non, non, c'est pas la boisson. Je cherche autre chose. Ah bah, je sais pas ce qu'il te faut. Pour moi, le dossier est bon. La moitié de la bouteille. Vous en êtes sûr? Oui, à peu près. Et avant, enfin, je veux dire, avez-vous bu avant que Madame Sefleben n'arrive chez vous? Non. Ou ensuite, avant de venir chez moi? Non. Enfin, c'est pas possible. Le taux d'alcool dans le sang de Madame Sefleben était de 0,3 pour 1000, contre 0,9 pour 1000 chez vous. Vous avez dû boire plus, c'est évident. Monsieur Fest, ce sont des questions importantes. Votre responsabilité peut être diminuée considérablement sous l'effet de l'alcool. Vous devez vous rendre compte que c'est un point capital de la défense. Le taux de 0,9 pour 1000 sur lequel se base l'accusation peut avoir augmenté de manière significative si vous avez bu avant l'arrivée de Madame Sefleben un alcool assez fort, du schnapp par exemple, ou... D'accord, j'ai bu 3 verres d'eau de vie. Où? Dans l'appartement. Dans votre appartement? Il n'y avait qu'une bouteille de vin, rien d'autre? Tant pis. Monsieur Fest, voilà un exemple de ce qui pourra vous nuire. Les mensonges, les contradictions, les semi-vérités. C'est pour vous protéger que je vous ai demandé de ne faire aucune déclaration avant la fin de l'enquête judiciaire, pour bâtir la défense. Et qu'est-ce que vous faites pour m'aider? Vous vous empêtrez dans l'invraisemblable et le mensonge. Ce faisant, vous perdez l'avantage de vous être rendu spontanément à la police et d'avoir avoué l'homicide involontaire. Que se passe-t-il? Je ne vous comprends pas. Vous voulez la peine minimale, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors, où avez-vous bu? Au centre-ville, dans un bistrot, au comptoir. Ah. Je n'ai pas de témoin. Qu'avez-vous bu? 3 eaux de vie. Bien. Disons 3 ou 4. Vous avez oublié combien? Et ensuite, prenez-vous des médicaments? Des médicaments pour dormir, contre l'anxiété ou autre chose. Un Valium de temps en temps, c'est très bien. Si vous aviez pris du Valium, par exemple, l'effet de l'alcool s'en serait trouvé augmenté. Vous comprenez où je veux en venir? Du Valium, d'accord, oui. D'accord, pourquoi? Vous avez pris du Valium, oui ou non? Il m'arrive d'en prendre quand j'ai envie de dormir. D'accord. Combien en prenez-vous? 2. 2. Et maintenant, voulez-vous répéter les expressions avec lesquelles Mme Sefleben vous a premièrement insulté, deuxièmement provoqué et troisièmement congédié? J'ai aimé Carola, je l'ai aimée de tout mon cœur. Bravo. C'est ce que vous direz demain au jury. Au revoir. Au revoir. J'aimerais à présent vous démontrer que l'acte d'accusation est erroné à la base, à savoir l'homicide volontaire. L'homicide volontaire sous-entend évidemment la notion que l'accusé ait reconnu la mort comme suite possible de son action. Autrement dit, qu'il savait, au moment où il s'apprêtait à gifler la jeune femme, que cet acte pouvait entraîner la mort de celle-ci. Or, on ne gifle pas pour tuer. Aucun assassin, dans l'histoire du crime, n'a choisi ce moyen pour expédier ses victimes dans l'autre monde. Monsieur Fest a giflé sa maîtresse une fois. Je ne veux pas défendre la gifle comme moyen idéal de régler un conflit, mais je doute que parmi nous, dans cette salle, il n'y ait une seule personne qui ne se soit rendue coupable d'une gifle au moins une fois au cours de son existence. J'exclus bien entendu Madame le procureur. Nous disons donc qu'une gifle est un acte non seulement courant, pour ne pas dire banal, mais on l'emploie également à titre, disons, médical, n'est-ce pas, pour calmer certaines personnes souffrant d'hystérie. Et je voudrais rappeler le rôle séculaire de la gifle dans l'éducation. Mais enfin, là n'est pas le sujet du débat. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il est impossible pour l'accusé ou quiconque de prévoir qu'une simple gifle peut entraîner la mort d'une personne. Au pire, on s'attendrait à une blessure légère, par le fait d'un concours de circonstances malheureux. Mais certainement pas à la mort. De fait, il s'agit de coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Autrement dit, c'est un homicide involontaire. Ainsi, et seulement ainsi, peut-on concevoir l'acte d'accusation. Accusé, veuillez venir au centre de la salle. Pourquoi? Venez par ici, près du jury.
Il me fait bonne impression, ce garçon, pas faux. Tout à fait. Veuillez nous annoncer votre profession. Chauffeur de poids lourd. S'agit-il d'un travail dur à accomplir physiquement? Ça peut arriver, oui. En cas de panne, par exemple. Oui. Voulez-vous maintenant montrer vos mains à la cour? Oui, allez-y, tendez les bras. Pas très large. En tout cas, pas les mains d'un travailleur manuel. Peut-on sérieusement envisager que ces mains peuvent tuer d'une seule et unique gifle? Pour qu'un être humain puisse mourir par le fait d'une simple gifle, ne faut-il pas plusieurs coups violemment portés pour envoyer une personne à travers la pièce et qu'elle bascule et tombe en se blessant mortellement? Ne faut-il pas une brutalité peu ordinaire pour faire mourir un être jeune en pleine santé? Vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais dire un mot à l'avocat de la défense. J'ai apprécié votre discours humoristique sur la banalité de la gifle en général. Mais je dois vous avouer qu'il n'y a personne de ma connaissance mort d'une gifle. Et je doute fort qu'il existe un précédent juridique d'un tel cas. Je crois donc pouvoir affirmer que les gifles mortelles n'existent pas. Il faut plus que ça pour tuer un être en pleine santé. Il faut une certaine force physique ou à défaut un instrument la remplaçant. Il ne s'agit donc pas de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais d'homicide volontaire. Il est 13 heures, je propose d'aller déjeuner. L'audience reprendra à 14 heures. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé. Qui? Mon erreur. Tu sais bien le petit détail qui ne correspondait pas. Oui, et alors? C'était les mégots dans le cendrier. Il y avait 2 sortes de bout-filtres. Chez Fest, tu en es bien sûr? Dans son appartement? Oui, mais Fest ne fume pas. Je lui avais offert une cigarette quand il était chez toi. Tu te souviens? Il a dit « je ne fume pas ». D'accord? Oui. Oui. Ce qui veut dire qu'en dehors de la femme et de Fest, il y a eu obligatoirement quelqu'un d'autre. Et Fest n'a pas voulu en parler. Mais pourquoi? Ah, ça, j'en sais rien. Il a menti. Tout ce qu'il t'a dit jusqu'ici est faux, j'en suis persuadé. Tu n'avais pas cette impression? Non. Enfin, pas tout de suite. Mais en prison, quand je l'ai revu, j'ai eu l'impression qu'il me mentait. Il me semblait qu'il inventait les réponses à mes questions au fur et à mesure. Bon, je te quitte. T'es bien pressé? Mes voix m'appellent. T'es quoi? Je suis mes voix comme Jeanne d'Arc. Méfie-toi, ça mène droit au bûcher. Monsieur Sefleben, connaissiez-vous l'accusé? Non, je n'avais pas de raison de le rencontrer. Que voulez-vous dire par là? C'est pas avec moi qu'il avait une liaison, mais avec ma femme. Étiez-vous informé du rôle que jouait l'accusé dans votre vie? J'étais informé de l'existence générale et permanente d'un amant, mais je n'ai pas poussé la curiosité jusqu'à vouloir connaître l'individu en question. Votre mariage battait de l'aile? Pas le moins du monde. Dans sa fonction fondamentale, à savoir l'assistance réciproque, notre mariage était parfaitement intact. Merci. Est-ce que l'accusation ou la défense désire poser des questions aux témoins? Votre femme vous a-t-elle parlé de Monsieur Fest? Enfin, je veux dire, même si elle ne prononçait pas son nom. Non, elle n'avait pas ce manque d'élégance. Votre femme se montrait-elle blessante, agressive, désagréable envers vous? Elle avait ses humeurs, comme toutes les Cela femmes. se produisait souvent? Vis-à-vis de moi, non. Vous n'avez pas voulu vous constituer partie civile dans ce procès. Voulez-vous nous dire pour quelle raison? Serait-ce parce que vous comprenez le geste de l'accusé? Monsieur le Président, l'avocat de la défense outrepasse ses droits. Je vous dispense de répondre à la dernière question de l'avocat de la défense. J'y répondrai. J'ai renoncé à me constituer partie civile parce que ma femme ne revivra pas pour autant. Je comprends et j'approuve la présente procédure comme sauvegarde d'une valeur morale et civique. Mais personnellement, je m'en fiche complètement.
Merci, monsieur Seftleben. Vous avez travaillé combien de temps avec Armin Fest? Oh, ça doit bien faire 3 ans. Dans ce cas, vous devez très bien le connaître. Bon, si vous voulez dire que je sais comment il dort, mange, et se racle la gorge, pas de problème, je le sais. Mais ce qu'il pense, ce qui lui plaît, ce qu'il aime pas, eh ben, j'en sais strictement rien. C'était un mec renfermé. Sur de longs trajets, on s'ennuyait ferme. D'ailleurs, je peux vous dire que pour un Berlinois, il m'a surpris. Ni le genre grande gueule, ni brut, vous voyez ce que je veux dire. Un mec gentil, rendant service, mais qui parle pas. Et dites-moi, il n'aurait pas des amis ou peut-être une copine avec lesquels il se serait montré plus ouvert? Une fois, je lui ai demandé si vous voulez pas être ami avec moi, par exemple. Une vraie amitié, vous comprenez? Eh ben, il m'a répondu, non, j'ai déjà un ami. Alors, je voulais lui dire que ça n'empêche pas qu'on peut avoir plusieurs amis, que c'est pas comme le mariage, on n'est pas limité. Et j'en connais que le mariage n'empêche pas de voir ailleurs. Voilà. Il m'a répondu ça de telle manière que j'ai préféré laisser tomber. Vous l'avez rencontré, son ami? Je sais pas si c'était lui, mais un type est venu le chercher un soir. Pas mal, le genre étudiant, mais je suis pas sûr que c'était son ami. Attention, n'allez surtout pas croire qu'Armin était pédé, hein, c'est pas le genre. Je suis prêt à parier mon salaire là-dessus. D'accord. Je crois savoir qu'Armin ne fumait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, ça, hein? Pas de cigarette dans la cabine. Il m'a tyrannisé pendant 3 ans avec ça. Je déclare l'audience ouverte. Veuillez vous asseoir. Nous allons commencer avec les conclusions de la commission d'enquête et l'expertise du professeur Weiden. Monsieur le Président, hier soir, un témoin m'a appelé chez moi pour me communiquer des faits nouveaux de la plus haute importance pour la suite de ce procès. C'est pourquoi j'aimerais vous le faire entendre en premier. Le témoignage concerne quel fait? Je peux apporter la preuve par ce témoignage que la victime, le soir du meurtre, avait une forte somme d'argent sur elle qui a disparu depuis. Où est votre témoin? Monsieur Wilke? Wilke, Otto, né à Butzbach, âge 52 ans. Profession commerçant, domicilié à Francfort, Bornstrasse, numéro 5. Aucun lien de parenté avec l'accusé. Je vous demande de dire la vérité, et je dois vous informer que la Cour peut vous demander de prêter serment. Si vous faites une fausse déclaration sous la foi du serment, vous vous exposez à une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an. Toute fausse déclaration hors serment entraînera des poursuites. Connaissiez-vous Madame Seftleben? En date du 24 mars, je peux le vérifier si vous voulez, Madame Carola Seftleben s'est présentée le jour même donc du meurtre à mes bureaux du grand magasin Gold. Et elle m'a demandé de lui donner contre ce reçu, le voici, la somme de 116 000 marks en liquide à 14h30 précise. En quoi ce fait concerne-t-il le procès en cours? Cet argent n'a pas été retrouvé depuis, ni dans ses comptes personnels, ni dans les comptes de la société. Son époux et son comptable peuvent vous le confirmer sous la foi du serment si nécessaire. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je suppose que vous avez interrogé les personnes que vous citez. Oui, naturellement. Bien, la Cour fera une enquête de son côté, mais pour l'instant, nous continuons à entendre le témoin Wilke. Monsieur Wilke, pour quelle raison Madame Seftleben est-elle venue prendre une telle somme en liquide chez vous? Madame Seftleben a un commerce de fourrure, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, elle avait un commerce. Elle achetait des peaux et les faisait tailler en vestes et en manteaux dans ses ateliers. Comme il arrive souvent dans cette branche d'activité, les fournisseurs de fourrure, en provenance notamment des pays de l'Est, viennent offrir leurs marchandises ici à des prix imbattables mais payables cash pour leur permettre d'acheter chez nous. Vous pensez qu'il s'agissait d'une telle transaction? Je n'ai pas à poser cette question à Mme Seftleben, mais je le suppose. Elle m'a demandé une somme d'argent et je n'avais aucune raison de lui demander pourquoi. Parce que le magasin Gold lui devait une somme de 116 000 marks pour des fourrures déjà livrées, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais poser une question au témoin. Je vous en prie. Monsieur Wilke, pourquoi n'êtes-vous pas venu témoigner plus tôt? Parce que j'ai passé plus de 2 mois en Amérique pour affaires et je suis rentré seulement avant-hier. Et ce n'est qu'hier que j'ai appris que Mme Seftleben était morte. Voilà pourquoi. Je vous remercie. D'autres questions? Non. Souhaitez-vous que le témoin prête serment? Non.
D'un commun accord, le témoin n'est pas appelé à prêter serment. Les conséquences d'un faux témoignage sont connues du témoin. Merci, monsieur Wilke. Vous pouvez disposer. Merci, Monsieur le Président. Ainsi que la loi m'y autorise, je prendrai copie de mon témoignage. Étant donné que nous devons soupçonner l'accusé d'avoir pris l'argent dont parle le témoin, il s'impose à mon avis Je que proteste énergiquement. Vos conclusions sont plus que hâtives. Il n'y a pas la moindre trace d'une preuve. Je regrette, maître, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Mais l'accusation non plus. Dans ce cas, je l'autorise à la prendre. nous devons partir de l'hypothèse que l'accusé se soit approprié les 116 000 marques en question et je demande de ce fait de modifier le chef d'accusation, à savoir homicide avec préméditation. Je proteste, votre honneur. Je demande qu'on suspende l'audience immédiatement. Je me joins à la demande de l'avocat de la défense. La Cour suspend l'audience et la reporte à une date ultérieure et ordonne une enquête supplémentaire. L'audience est levée. Elle n'avait pas d'argent sur elle, vous pouvez me croire. Comment le savez-vous? Avez-vous fouillé son sac à main? Non. Quelqu'un avait-il la clé de votre appartement? Quelqu'un aurait-il pu prendre cet argent pendant que vous étiez chez moi? Seulement votre collaborateur. Je lui avais donné la clé de mon appartement. Non, lui, vous pouvez l'oublier. C'est facile à dire pour vous. 116 000 marques, vous vous rendez compte? C'est énorme. Mais croyez-moi, ça n'est pas... C'est vous qui le dites. Mais moi, comment je peux savoir si vous n'avez pas partagé l'argent, votre ami et vous? Monsieur Fest, quand la confiance entre l'avocat et son client est à ce point... Je n'accepte pas qu'on me traite de voleur, vous entendez? De ma vie, je n'ai rien volé, rien ni personne. L'accusation ne s'intéresse pas au vol. Je vais vous le dire sans ménagement. L'accusation veut prouver que vous avez commis un meurtre crapuleux. Et ça signifie la prison à perpétuité. Voilà où nous en sommes. Ça ne vous avancera à rien d'accuser mon collaborateur ou moi-même. Si l'argent ne réapparaît pas, je doute fort que... Mais je n'ai pas pris cet argent. Je ne savais même pas qu'elle l'avait. Il faut me croire. Je vous crois. La police m'a déjà posé toutes les questions possibles et imaginables, et ce 3 fois. Et maintenant, vous. Alors, qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Et que voulez-vous savoir? Je dois répondre à toutes les questions à la fois ou vous voulez que je les traite séparément? Je vais vous dire ce que je veux. Foutez-moi le camp. Dommage pour vous. J'aurais aimé vous faire ce plaisir, vous êtes tellement charmante. On n'a pas envie de vous refuser quelque chose. Allez-y, posez vos questions. Vous connaissez les questions. Oui. Madame Sefleben a quitté le bureau samedi, le jour de son assassinat, vers midi à peu près, et elle n'était pas encore revenue à 15 heures, heure à laquelle j'ai moi-même quitté le bureau. Non, je ne savais pas qu'elle allait chercher de l'argent. Oui, je suis restée au bureau jusqu'à 15 heures. Non, Bien, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne prenez pas de notes? Les autres ont tous pris des notes. Oui, nous avons un coffre-fort au bureau. Non, je n'ai pas la clé du coffre-fort. Y a-t-il autre chose? Oui. Quand avez-vous appris l'assassinat de votre patronne? Dimanche matin, son mari m'a appelé. La police est-elle venue vous voir et quand? Oui, le lundi matin. Ont-ils ouvert le coffre-fort? Non. À ce moment-là, personne n'avait parlé de cet argent. Et maintenant, on ne parle plus que de cela. Curieux, n'est-ce pas? Ma femme ne m'a à aucun moment remis cette somme de 116 000 marques, ni aucune autre somme d'un montant différent. Après sa mort non plus, aucune somme d'argent n'a été retrouvée sur notre compte commun, ni sur le compte courant des dépenses du ménage. À ma connaissance, ma femme ne possédait pas en dehors de notre compte commun et de celui de l'entreprise un troisième compte à titre personnel ou un compte d'épargne. Avez-vous d'autres questions? Acceptez-vous de prêter serment? Ah, si vous l'estimez nécessaire, allons-y. Désirez-vous prêter serment sur la Bible? Non. Bien, voulez-vous lever la main droite? Jurez-vous d'avoir dit la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Je vous remercie. Madame Burns, quand la somme manquante aurait-elle dû être découverte, à votre avis? En supposant que le témoin Wilke ne se soit pas présenté. Je n'en sais rien. Peut-être lorsque M. Sefleben aurait demandé la dissolution de l'entreprise. Mais il ne l'a pas fait jusqu'ici. Qui aurait fait les comptes dans ce cas de figure? Comment le saurais-je? Pas vous, en tant que comptable de la société? Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Je vous remercie. Encore une chose. Aviez-vous une clé du coffre-fort? Non, je n'avais pas la clé du coffre-fort.
Êtes-vous prête à faire cette déclaration sous la foi du serment? Oui. Voulez-vous lever la main droite? Je vois sur votre carte que vous êtes détective privé. Que puis-je faire pour vous? En fait, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Allez-y. Merci. Votre bureau me rend curieux, je l'avoue. Ah, c'est votre métier d'être curieux. C'est tout à fait vrai. Et vous, quelle est votre profession? Moi, je suis conseiller en placement. Mais l'affaire de votre femme ne vous intéresse guère, si j'ai bien compris. N'est-ce pas? Si on veut. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez une question précise à me poser. Oui. Est-ce que la comptable de votre femme avait ou non une clé du coffre-fort qui est dans le bureau? Vous travaillez pour l'avocat de la défense, je crois. Oui. Si je répondais positivement à votre question, serait-ce un avantage pour M. Fest? Éventuellement. Attendez-vous de moi une déclaration favorable au meurtrier de ma femme? C'était un homicide involontaire. Oui, oui, coups et blessures, j'ai entendu la défense. En résumé, vous voulez mon témoignage en faveur de l'homme qui a tué ma femme. Vous m'aviez donné l'impression d'un homme qui préfère au mensonge la vérité quelle qu'elle soit. Vous aviez cette impression? La vérité, un grand sujet. Je sais que vous pouvez paraître cynique, mais vous avez dit également que la vengeance ne vous intéressait pas. Au lieu de parler de moi, si nous parlions de vous, pourquoi vous battez-vous pour cet imbécile? L'argent? Il ne doit guère en posséder. Pourquoi alors? J'étais dans la police autrefois. Un jour, le frère de mon meilleur ami m'a tendu un piège. J'étais innocent. Mais je ne pouvais pas le prouver. Personne ne m'a aidé. Même pas mes collègues. On m'a condamné à une amende. Ensuite, on a voulu me faire passer en conseil de discipline. Mais là, j'en ai eu ma claque. Alors j'ai dit merci, j'avais ma dose. L'expérience m'a suffi. Je préférais faire cavalier seul, comme maintenant. Iris Burns possédait une clé. Je peux le jurer sous serment. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ne me dites pas que vous m'espionnez. Vous espionnez, allons donc. Je voulais vous inviter à prendre un verre. Je viens de quitter un instant Monsieur Sefleben. Voulez-vous me laisser tranquille? Monsieur Sefleben m'a exprimé son regret d'avoir quitté l'audience aussitôt après son témoignage. Il aurait apprécié vous entendre affirmer que vous n'aviez pas la clé du coffre. Cela ne m'aurait pas gêné. Vous vous êtes retourné juste avant de faire votre déclaration. Pourquoi? Je ne me suis pas retournée. Moi, je vous ai vu. Monsieur Sefleben est certainement un homme fort aisé, mais il ne me donne pas l'impression de considérer 116 000 marks comme une bagatelle sans intérêt. Arrêtez cette comédie. Vous savez qui a pris l'argent. Oui, nous savons que 2 personnes auraient pu le prendre. L'accusé ou vous-même. Vous êtes malin. Oui, j'avais une clé du coffre-fort autrefois, mais j'ai rendu cette clé bien avant le meurtre de Madame Sefleben. Comment expliquez-vous dans ce cas que Monsieur Sefleben ne retrouve pas cette clé? Je ne sais pas, il a dû la perdre. Et en plus, même si j'avais su que l'argent était dans le coffre, comment aurais-je pu savoir qu'elle allait mourir assassinée précisément ce jour-là après mon départ du bureau? Non, vous avez appris sa mort que dimanche. Et vous avez réalisé qu'il y avait 116 000 marks qui dormaient dans le coffre du bureau. Et vous vous disiez que l'assassin serait automatiquement accusé du vol. Vous vous êtes donc rendu au bureau et vous avez vidé le coffre. Vous êtes un romancier d'envergure. Oui, on me l'a toujours dit. Et la suite du roman, c'est-à-dire du procès, se terminera différemment de ce que vous avez imaginé. Vous ferez de la prison non seulement pour vol, mais pour avoir fait une fausse déclaration sous la foi du serment. Je commence à comprendre, vous voulez me faire peur. Moi? Mais il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas à moi, les 116 000 marks. Ils appartiennent à Monsieur Sefleben. Mais vous fait pas peur, celui-là, si j'ai bien compris. Je me trompe?
Je demande à la Cour de pouvoir appeler à la barre le commissaire principal Fritsch chargé de l'enquête criminelle. Un élément important ayant, à mon avis, échappé à la Cour, à savoir... J'admets la possibilité que vous venez d'évoquer. Mais ce qui ne m'a pas échappé, ce qui n'a nullement échappé à la Cour ni au jury, ce sont vos volte-face et sauts périlleux répétés pour étourdir l'auditoire et pour enterrer les faits. Fait numéro 1. L'accusé Armin Fest a tué Carola Sefleben et il a avoué ce fait. Fait numéro 2. Madame Sefleben portait sur elle, au moment de sa mort, la somme de 116 000 marks en billets de banque. Par conséquent, il n'y a qu'une alternative. Premièrement, l'accusé Armin Fest a tué sa victime pour lui prendre son argent. Et toute cette histoire d'amour à faire pleurer Margot est pure invention pour attendrir le jury. Deuxième possibilité, Armin Fest tue sa victime dans un accès de violence passionnelle et trouve l'argent seulement après. Il se l'approprie. Cette deuxième hypothèse est en contradiction avec le fait que Mme Sefleben se soit rendue chez M. Fest. Si elle en avait assez de son amant, si elle ne voulait plus le voir, on voit mal pourquoi elle serait allée chez lui. Elle aurait été plus tranquille chez elle, n'est-ce pas? Elle aurait pu lui dire par téléphone qu'elle ne voulait plus le voir. Pourquoi diable voulez-vous qu'elle se rende chez son amant, portant la somme de 116 000 marks en billets de banque, pour discuter encore une fois avec un homme d'une extrême violence, pour ne pas dire brutale, ce qu'elle savait pertinemment? Non, monsieur l'avocat de la défense, nous n'ignorons rien des faits. Ils sont là. Nous avons affaire à un homme sournois, brutal et sans le moindre scrupule. J'admire votre tempérament fougueux, maître. Mais votre plaidoirie était prévue pour plus tard. Je vous prie de m'excuser. Ce n'était pas moi. Pardon? Qu'avez-vous dit, accusé? Ce n'était pas moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous dites que ce n'était pas vous? Je n'ai jamais rencontré Madame Sefleben. Excusez-moi. Vous avez fait des aveux complets. Voulez-vous dire que vous vous rétractez? Oui, j'ai avoué, c'est vrai, mais... J'ai avoué pour un ami, c'était convenu comme ça. Oui, un ami? Mon meilleur ami. Mon seul et unique ami. Nous nous sommes connus à Berlin, autrefois. C'est lui qui était l'ami de Madame Sefleben. Et comment expliquez-vous la présence du cadavre chez vous? Il se voyait chez moi le samedi après-midi, c'était plus facile. Le samedi, je n'étais presque jamais là, je leur laissais la maison. Et mon copain n'a pas un logement indépendant. Ce samedi-là, j'ai assisté à un match de foot. Francfort-Duisbourg. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé cette femme. Elle était morte, étendue sur le sol. Mon ami était bouleversé. Il voulait en finir. Il vient de terminer ses études de droit et il a dit... C'est fini, je n'ai plus aucune chance. Je ne peux plus être admis au barreau après avoir commis un meurtre. Alors il a voulu se suicider. J'ai essayé de le raisonner, je ne voulais pas qu'il se fasse du mal. Et là, brusquement, l'idée m'est venue de dire que c'était moi. Vous voulez dire que vous avez accepté de prendre un meurtre sur vous par amitié? Non, ce n'était pas un meurtre, il me l'a dit, il m'a tout bien expliqué. Crime passionnel, il a dit, ce n'est pas un meurtre. Coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est ce qu'il m'a dit, exactement comme Maître Renz. Il m'a dit que je prendrais au maximum 3 ans, avec une bonne conduite, après 2 ans, et il me relâcherait. C'était moins grave pour moi que pour lui. Dans ce cas, pourquoi avez-vous changé d'avis maintenant? Parce qu'il ne m'avait pas parlé de l'argent. 3 ans, oui. Mais toute la vie, non. Toute la vie, je veux pas. Comment s'appelle votre ami? Lutz Egger, 8 rue Novalis, chez Fischer. Monsieur Egart, en tant qu'étudiant en droit, vous connaissez la formule, mais je dois vous la répéter. Vous avez le droit de ne pas répondre au cas où votre déclaration pourrait se retourner contre vous. J'accepte l'interrogatoire. Veuillez décrire à la Cour votre relation avec Armin Fest. Nous sommes amis depuis notre jeunesse. De bons amis. Que puis-je dire de plus? Mais vous aviez des contacts fréquents ici à Francfort? Nous nous voyions 2-3 fois la semaine, parfois plus, parfois moins. Nous prenions un pot, nous allions au cinéma, nous parlions. Une relation assez classique. Vous êtes-vous rendu à l'occasion dans l'appartement de l'accusé? Oui, bien sûr. Aviez-vous une clé? Non. Connaissiez-vous la maîtresse de l'accusé? Non. Connaissiez-vous Carola Sefleben? Non.
Votre ami a fait une déclaration différente. Je maintiens ma déclaration. Je ne connaissais pas cette Madame Sefleben. Je regrette. Monsieur Fest a déclaré que Madame Sefleben était votre maîtresse, non la sienne. Ça n'est pas exact. Votre ami a déclaré que ce n'est pas lui, mais vous qui l'avez tué. Je pense qu'Armin est un peu troublé en ce moment, désespéré peut-être. Je n'ai pas de conseil à donner à cette cour, mais je crois qu'il serait souhaitable de demander l'avis d'un médecin. Mais Lutz, dis-le-leur. Lutz, je t'en prie. Je suis désolé, Armin, mais je ne peux pas t'aider. Pas de cette façon-là. Monsieur Eghardt, où étiez-vous le 24 mars à 15 h? Je ne me souviens pas. C'était un samedi. Je ne m'en souviens plus. Puis-je interroger le témoin? Faites. Monsieur Eghardt, quand avez-vous appris que votre ami Armin Fest était accusé de meurtre? C'était, attendez... C'était un lundi. Le lundi suivant, je l'ai appris en achetant le journal. Et vous ne savez pas ce que vous avez fait pendant ce week-end, ni ce samedi particulier. Très particulier, puisqu'il a bouleversé la vie de votre ami, de votre meilleur ami. De manière définitive, n'est-ce pas? Vous prétendez ne plus savoir ni où vous étiez, ni ce que vous avez fait. Non, je ne me souviens plus. Avez-vous rendu visite à votre ami durant sa détention préventive? Non. Pourquoi non? Armin n'est plus le même pour moi depuis l'assassinat. Vous fumez? Oui. Monsieur Fest aussi? Non. Je peux voir vos cigarettes, s'il vous plaît? Le commissaire Fritsch a relevé sur le lieu du crime des mégots dans le cendrier, provenant de 2 marques de cigarettes différentes, celle que fumait la victime et celle que fume M. Eghardt. Madame Sefleben fumait des cigarettes avec un bout filtre jaune. Les cigarettes du témoin ont un filtre blanc. Comment expliquez-vous ce phénomène, M. Eghardt? Ce n'est pas mon travail d'expliquer ce genre de choses. Me permettez-vous de vous l'expliquer, maître? Je n'avais pas terminé avec le témoin, mais je vous en prie. La présence dans le cendrier de divers mégots prouve que A. Monsieur Fest ne vide pas souvent ses cendriers, puisque les mégots d'une visite précédente s'y trouvaient encore. Ou B. Madame Sefleben aurait pu, comme cela arrive parfois chez certains fumeurs, avoir 2 marques de cigarettes différentes sur elle. Normale et mentholée. Attendez, je fume habituellement cette marque. Or, c'est encore un exemple différent. J'ai tiré dans l'appareil automatique de la cantine du tribunal cette marque et je fume les 2. Voilà l'explication. Je vous remercie de cette brillante démonstration. Monsieur Eghardt, où habitez-vous? Rue Novalis, au 8. Est-il exact que vous y habitez en tant que sous-locataire? Oui. Et que vous ne pouvez y recevoir la visite de dames? Effectivement. Avez-vous utilisé l'appartement de votre ami Armin Fest pour y rencontrer des femmes? Non, jamais. Salaud, espèce de salaud! Je demande à l'accusé de ne pas faire de remarques désobligeantes à l'égard du témoin. Dans le cas contraire, il devra quitter la salle. Salopard, c'est immonde! Garde, veuillez emmener l'accusé, s'il vous plaît. La défense a-t-elle d'autres questions à poser au témoin? Non. Maître Renz? Ah, oui. J'aurais une question à vous poser, si vous permettez. J'espère que vous ne me tenez pas rigueur de mon interrogatoire, mais en tant que juriste... En tant que juriste débutant, j'aimerais vous exprimer mon admiration pour votre interrogatoire. Je n'ai pas pu faire grand-chose pour votre ami. Peut-être pourriez-vous faire quelque chose pour moi? De quelle manière? Voyez-vous, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Armin lors de l'audience. Quand il vous a accusé? Armin et moi, nous nous connaissons depuis notre enfance, ou presque. Et vous avez une grande expérience de l'être humain. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il m'a accusé, moi, son meilleur ami?
pu croire que vous accepteriez d'aller en prison pour lui. Il aurait peut-être fait la même chose pour vous. Mais c'est absurde. Pas tant que ça. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre de sacrifice. Je ne vous apprends rien. Consacré à la jurisprudence. La jurisprudence est une interprétation de la loi par les tribunaux. La jurisprudence fait force de loi. Vous permettez? C'est bon? Non. J'admire que vous ayez l'intelligence de manger ici. Pourquoi intelligence? Parce que vous avez les moyens d'aller ailleurs. Restez ici, monsieur Egart. D'où connaissez-vous mon nom? Tout simplement parce qu'au tribunal, on demande aux gens de se présenter. Votre prestation était bonne, chapeau. Impeccable. Pourquoi me suivez-vous? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Oulandstrasse, numéro 24, appartement 11. C'est l'appartement d'Armin Fest, et alors? J'habitais l'appartement à côté, le numéro 12. Mais peu de temps après le meurtre, j'ai déménagé. On entend tout dans cette baraque. Et alors? Et alors, je me souviens de certaines voix. La voix de la femme. Et la vôtre. Vous êtes malade. Possible. Mais j'ai une ouïe exceptionnelle. Je vous ai vu aussi avec la dame. Un samedi, par exemple. Naturellement, j'ai assisté tous les jours aux audiences du procès. Et quand j'ai entendu parler de 116 000 marks, j'ai vraiment dressé l'oreille. Que voulez-vous? Rien du tout. De l'argent. Si vous voulez. Combien? Je ne fais pas de chantage. Ah oui, quoi d'autre? Je suis pauvre et vous êtes riche. Ça ne marche pas, j'irai voir la police. D'accord, je vous accompagne. Combien? Ah, alors là, si vous me prenez par les sentiments, 5. 5 000? Oui. Contre quoi? Contre le fait que je n'ai aucune mémoire. Où faut-il que je les dépose? Ça, c'est mon adresse. Vous n'avez pas marqué votre nom? Mon nom est personne. Seul importe que vous soyez ponctuel à 19h tapante. Pas mal joué. Vous me remettrez la même, s'il vous plaît. Vous avez un téléphone? Iris Byrne. Bonjour ma chérie, c'est Matula à l'appareil. Je sais que vous ne m'appréciez guère, mais moi, je vous trouve délicieuse. Que voulez-vous? Je vous trouve bien trop jolie pour prendre le risque qu'il vous arrive du mal. Que voulez-vous dire? J'ai vu monsieur Sefleben il y a 2 heures, dans un milieu, disons, peu recommandable, avec des gens qui n'ont pas froid aux yeux. À bon entendeur, salut. Ils sont venus pour moi? Ne soyez pas prétentieux, ils viennent pour l'audience suivante, une actrice.
Maître Renz, quelles sont mes chances? Ça. Bonhomme pacifique, gentil, qui vient se rendre spontanément. Il a profité de l'effet de surprise. J'avoue que j'ai du mal à le croire. Oui, ben c'est pourtant vrai. Sais-tu combien de prévenus s'enfuient dans l'année? Est-ce qu'ils ont quand même annoncé le jugement? Ben, naturellement. Et il n'y avait pas moyen de différer le jugement? Si tu sais comment, dis-le-moi. Bah, t'aurais pu dire que... Dire quoi? Que M. Matula fait chanter l'éventuel meurtrier? Non, pas l'éventuel. Le meurtrier. En acceptant de payer, il avoue. D'accord? Nous devons faire appel, nous n'avons pas le choix, malheureusement. Ah oui, je connais ça. Oui, Matula. Ah oui, je comprends. Hein. Je vous en prie. Je vous remercie de votre appel. Seftleben. Les 116 000 marques étaient dans le courrier. Sans blague. Mais comment? Dans sa boîte à lettres, un petit paquet. Et l'expéditeur? Conrad Schwartz, 20 rue du Prince. Oui, il faut s'adresse, bien sûr. Oh, très perspicace. Et toi, tu aurais renvoyé l'argent avec ton nom, ton adresse et ton numéro de téléphone? Moi, à sa place, j'aurais gardé l'argent. Si je pique de l'argent, ça n'est pas pour le rendre. Oui, c'est parce que t'es plus futé que Mademoiselle Berns. Hein? Et moins facile à effrayer. C'est un nouveau jeu ou quoi? Je lui ai passé un coup de fil. Menace? Chantage? De mieux en mieux, ma parole. Tout vaut mieux que la prison pour un innocent. Et si Egart prenait la poudre d'escampette? Il viendra, fais-moi confiance. Pourquoi tu te bats comme un bulldog pour ce Arminfest? C'est marrant, on m'a déjà posé cette question ces jours-ci. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai raconté mon histoire, que veux-tu? Il y a des choses qui marquent. On se fait une partie? Non, aujourd'hui je préfère boire. Loot? Comment veux-tu qu'un être intelligent puisse tomber dans ce piège? Que voulais-tu qu'il fasse? Prendre le risque que j'aille à la police? Tu vois bien qu'il le prend, ce risque. Il devait se présenter à 19h ici. Combien de temps tu veux l'attendre? Et il faut le temps de... Il faut le temps de réunir l'argent. Peut-être qu'il a appris par la radio, Carmine a pris la fuite.
Et ça change rien pour lui. Sois tranquille, il viendra. Quand tu ponds une idée, toi, tu veux plus la lâcher. Et le pire, c'est que t'as toujours été comme ça. Maintenant, là, l'obstinée, ta pauvre mère, qu'est-ce qu'elle a dû endurer? Et voilà que ce grand garçon se prend pour Robin des Bois. Primo, un homme doit avoir un idéal. Secondo, il viendra. Tertio, la bouteille est vide. Quatrio, je m'en vais. Et voilà. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Armin? Content de vous voir, entrez. Où est Maître Renz? Pourquoi? J'ai appelé votre bureau et on m'a dit que je trouverais Maître Renz ici. Je suis très content de vous voir. Nous avons de fortes chances de pouvoir prouver votre innocence encore aujourd'hui. Je ne le crois pas. Monsieur Eggard va venir ici et... Il ne viendra pas. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il est mort. Vous acceptez de me défendre?